diffusées en avril dernier sur les réseaux sociaux. Ces images ont suscité un tollé international. Ces bébés sont tous nés de mères porteuses en Ukraine. Ces bébés sont des États-Unis, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, de Chine, de France, Allemagne, Bulgarie, Roumanie, Autriche, du Mexique et du Portugal. Leurs parents, bloqués par la fermeture des frontières pendant le confinement, n'ont pu les récupérer avant de longues semaines. Tournée par la plus grosse agence de prestation de services de procréation médicalement assistée d'Ukraine, la vidéo a relancé la polémique sur la gestation pour autrui commerciale. Notre équipe s'est rendue dans les locaux de l'agence à Kiev. Elle enregistre plus de 300 naissances par an. Des gestatrices potentielles y déposent chaque jour leur candidature. Une usine à bébés accuse ses détracteurs. Son responsable se targue d'être le seul en Europe à garantir un résultat à ses clients. Certains couples choisissent le sexe du bébé. C'est interdit dans beaucoup de pays de l'Union européenne, mais nous, ici, on n'a pas de limite. On espère que la loi permettra des technologies plus pointues pour pouvoir choisir la couleur des yeux ou certaines qualités de l'enfant. Souvent taxé de pratiques peu scrupuleuses, l'homme a fait l'objet d'enquêtes judiciaires. Il balaie les critiques d'un revers de main. Des pays entiers avaient interdit la fécondation in vitro et maintenant on dit que d'ici 2025, un tiers des enfants naîtra d'une éprouvette. On entre dans l'économie post-industrielle. La gestation pour autrui, les puces dans le cerveau, c'est ça l'avenir. La gestation pour autrui est interdite dans 8 pays d'Europe. Tolérée dans d'autres, faute de loi, elle n'est légale qu'au Royaume-Uni et en Grèce à titre non commercial, dit altruiste. La Russie et l'Ukraine sont les seuls pays en Europe dont la loi permet la GPA rémunérée, y compris pour les étrangers. Moins coûteuse qu'aux États-Unis, pays de référence pour cette technique de procréation, la GPA en Ukraine a fait une percée sur un marché mondial estimé à près de 5 milliards d'euros. Ces 5 dernières années, plus de 4000 enfants y sont nés de gestation pour autrui, dont 90% pour des parents étrangers. Un marché que dénonce le médiateur pour les droits de l'enfant en Ukraine. Légale, la gestation pour autrui n'est que peu réglementée, une porte ouverte à toutes les dérives de la part des agences et intermédiaires qui fleurissent dans le pays, dit-il. L'homme dénonce l'exploitation des femmes, la violation de leurs droits et de ceux des enfants. L'Ukraine est devenue un supermarché de la gestation pour autrui. L'enfant est devenu un produit et la femme un incubateur qui doit porter ce produit pour quelqu'un d'autre. Si des clients, pendant la grossesse, décident qu'ils ne veulent plus l'enfant, elle doit avorter et l'argent doit être remboursé. Si elle donne naissance à un enfant et que les clients ne veulent pas l'emmener, elle est obligée d'abandonner l'enfant à un orphelinat car elle n'a aucun droit sur lui. Notre équipe part pour Vinnytsia, à quelques 300 km de Kiev. C'est là que vit Olga, coach sportif et championne de bodybuilding. C'est aussi la gestatrice d'un petit garçon dont elle a accouché en juillet dernier pour un couple chinois. À aucun moment elle ne s'est sentie exploitée et le suivi médical était irréprochable, dit-elle. La gestation pour autrui a changé le cours de sa vie et de celle de sa fille. J'ai fait ce choix pour ne plus devoir vivre avec ma mère et pouvoir acheter une petite maison. Sinon, il aurait fallu que je travaille encore très longtemps ici, ou alors que j'aille travailler à l'étranger. Et je ne voulais pas laisser ma fille derrière moi, avec sa grand-mère ou quelqu'un d'autre. Alors je n'ai pas hésité longtemps avant d'entrer dans un programme de gestation pour autrui, pour pouvoir gagner en un an de quoi acheter un petit logement. Au début, je l'ai fait pour l'argent, bien sûr, c'est vrai. Mais une fois enceinte, j'ai compris que j'étais en train de créer une famille pour d'autres personnes. Et j'ai changé de regard. L'argent, c'est bien, mais donner la vie à quelqu'un, c'est encore mieux. Nous demandons à Olga s'il a été difficile de se séparer d'un enfant après l'avoir porté pendant 9 mois.
J'ai compris dès le départ qu'il fallait rendre l'enfant. Du coup, je n'avais pas de sentiments maternels, d'émotions pendant toute la grossesse. J'ai ma propre enfant, que j'aime, pour qui j'éprouve des émotions. J'avais seulement un sentiment de responsabilité, que je portais l'enfant de quelqu'un d'autre pendant 9 mois, et qu'il fallait que je leur transmette, que je leur rende. Alors bien sûr, c'est très mignon quand vous découvrez ce petit bébé, c'est très touchant. Mais j'avais bien compris que cet enfant appartenait à quelqu'un d'autre, qu'il avait un père et une mère. Ma mère a donné une nouvelle vie. Je trouve ça super. C'est positif pour moi. Je suis fière de ma mère. Quelques jours après cette interview, les parents de l'enfant porté par Olga ont enfin pu prendre leur nouveau-né dans les bras après avoir été bloqués à Wuhan pendant 2 mois par le confinement. On la remercie beaucoup, beaucoup. Nous, on l'appelle maman d'amour, pas mère porteuse. Elle nous a aidés à avoir un enfant. On n'aurait jamais pu le faire sans elle. On est très reconnaissants. Nous poursuivons le voyage en France où de nombreux couples ont opté pour la gestation pour autrui en Ukraine. Agents immobiliers, Céline et Maxence sont mariés depuis 10 ans. Après avoir découvert la stérilité de Céline, le couple a longtemps tenté d'avoir un enfant par procréation médicalement assistée. Leurs nombreuses tentatives d'insémination artificielle et de fécondation in vitro ont échoué. Ils ont opté pour la gestation pour autrui en dernier recours. Le couple est parti cet été en Ukraine pour démarrer une procédure auprès d'une agence qui, assure-t-il, offre toutes les garanties de sérieux et de sécurité, tant pour eux que pour la gestatrice. Les personnes qui peuvent imaginer qu'il suffit de payer et quelle que soit la situation, on paye, on a un enfant à la fin, voilà, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il faut absolument avoir un vrai problème et des raisons médicales pour qu'on puisse, en Ukraine, être autorisé à faire une GPA. On n'achète pas en fait une gestatrice. On n'achète pas une prestation. Il y a des vraies raisons médicales qui sont vérifiées. Pour lui, qui donne son sperme, il y a un bilan de santé à donner. Et pour moi, un certificat médical qui justifie que je suis stérile et incapable de porter un enfant. J'ai un peu l'impression que des fois, les gens pensent qu'on vole l'enfant de quelqu'un. C'est complètement faux parce que ce n'est en rien son enfant. La gestatrice, qu'on appelle communément mère porteuse, elle porte l'enfant, mais elle n'est en rien la mère parce que ce n'est pas son patrimoine génétique. C'est soit les ovocytes de la mère d'intention, quand c'est possible, ou d'une donneuse, quand il faut une donneuse. Mais ce n'est pas ses ovocytes à elle. Céline et Maxence se sont endettés pour réaliser leur rêve qui leur coûtera quelques 70 000 €. Mais rien n'aurait pu les dissuader. À leurs yeux, la GPA devrait être légalisée au même titre que les autres techniques de procréation médicalement assistée. Pour moi, la GPA, c'est une technique de PMA comme une autre. Il y a des femmes qui naissent sans utérus, avec des grosses anomalies d'utérus. Elles n'ont pas choisi. Pourquoi celles-ci seraient pénalisées alors que les autres couples, d'autres femmes qui ont juste des problèmes de qualité d'ovocytes ou des hommes qui ont des problèmes de qualité de sperme, eux, on pourrait les aider. Enfin, je veux dire, on parle de projet de vie de personne quand même. Je veux dire, on parle d'un petit bout de chou de 30 cm, voire un peu plus. Oui, qui a l'air des standards. un peu plus, qui change la vie, de nombreux couples tous les jours. Pourquoi pas nous? Qu'on vienne me dire pourquoi vous n'avez pas le droit. Monsieur le Président! La réplique des opposants à la gestation pour autrui est sans concession. Ils n'ont de cesse de dénoncer un marché qui exploite le corps des femmes, disent-ils, et remet en cause la notion de filiation traditionnelle. Des arguments que rejoint une partie de l'intelligentsia française. René Friedman est le père scientifique du premier bébé né d'une fécondation in vitro dans le pays il y a 38 ans. Ce spécialiste de la procréation médicalement assistée s'est battu pour le droit aux femmes seules et aux couples lesbiens d'y accéder. Mais la gestation pour autrui
est pour lui une ligne rouge à ne pas franchir. Pour un accoucheur qui a fait des milliers d'accouchements et qui a vécu ce moment-là, celle qui accouche est la mère. Et lorsqu'on rentre dans un système commercial, c'est quand même une organisation, des intermédiaires et une exploitation. Et je préfère porter mes efforts vers l'amélioration des techniques de PMA, de la médecine et de la recherche pour qu'il y ait moins d'infertilité. Pour le gynécologue, la médecine ne peut toutefois être une solution absolue. On ne peut pas survaloriser la génétique. On n'a pas toujours la réponse et on ne peut pas faire au-delà de tous les principes une réponse à tout le monde. Il y a à peu près 40% des couples qui s'adressent à nous qui n'auront pas l'enfant qu'ils désirent. Donc il faut aussi accepter qu'on ne peut pas tout, à n'importe quel prix. Alors on cherche par exemple, on développe la greffe d'utérus. Ça ne sera pas une solution pour tout le monde, c'est compliqué. D'où vient l'utérus, qui le donne? Tout ça n'est pas simple. Mais au moins, il n'y a pas de commerce. Dans le nouveau projet de loi français sur la bioéthique récemment voté à l'Assemblée nationale, pas question de revenir sur l'interdiction de la gestation pour autrui. Un nouvel amendement confirme en revanche l'obligation pour les parents dits d'intention, qui n'ont pas de lien biologique avec leur enfant né de GPA à l'étranger, de passer par une procédure d'adoption pour être reconnus. Ce contre quoi Sylvie et Dominique Menson se sont battus pendant 19 ans, l'âge de leur fille jumelle, née d'une gestation pour autrui aux États-Unis. La transcription en droit français de l'acte de naissance américain des enfants, les reconnaissant tous deux comme parents légaux des jumelles, sera invalidée. Sylvie Menson, qui a recouru à un don d'ovocytes, ne sera pas reconnue comme mère à moins d'adopter les jumelles. Le couple s'y refuse. C'est une discrimination entre l'homme et la femme, entre le père et la mère. Dire qu'absolument que la mère c'est celle qui accouche, c'est retourner à des siècles en arrière. C'est sacraliser donc l'accouchement au détriment du fait d'élever des enfants, d'avoir des enfants, de les avoir désirés, d'être à l'origine de leur naissance, d'être ce qu'on appelle la mère d'intention. Et ça, pour nous, c'était pas acceptable. Il faudra des années de procédure et une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour que la Cour de cassation, plus haute juridiction française, reconnaisse pleinement les deux époux comme parents légaux. Un cas d'école. Des dizaines de parents d'intention ont depuis bénéficié de la transcription intégrale des actes de naissance de leurs enfants nés par GPA à l'étranger. Mais le projet de loi réaffirmant l'obligation d'adoption risque de tout remettre en cause. Aujourd'hui, il y a encore sur le tapis des tentatives de vouloir punir les enfants pour faire croire que ça va empêcher les Français d'aller à l'étranger. Oui, ils pensent que c'est dissuasif. En fait, c'est pas du tout dissuasif. Parce que les gens, quand ils veulent des enfants, ils sont prêts à soulever des montagnes, à escalader la falaise et ils font tout. Ce qui compte, c'est la défense des droits des enfants. C'est pas normal qu'ils soient discriminés. Nos enfants ont été appelés les enfants fantômes pendant des années. Les fantômes de la République. Oui, elles étaient là, mais elles n'étaient pas là et elles n'existaient nulle part dans les registres. Et c'est compliqué pour la vie quotidienne. C'est pas normal non plus d'être obligé d'aller à l'étranger pour avoir des enfants. La France peut très bien l'organiser chez elle, ici, mais sur une base altruiste, volontaire, donc pour justement arrêter tous ces escrocs, ces officines qui viennent de je ne sais où et qui trompent les couples en leur racontant n'importe quoi. Le message qu'on a toujours voulu faire passer, c'est que la GPA, c'est une aventure humaine, c'est quelque chose de relationnel. Oui. Donc on reste de grands amis avec la femme merveilleuse qui nous a aidés, parce que c'est quelqu'un qui compte vraiment dans notre vie par son geste. Et on compte aussi beaucoup pour elle, parce que ensemble, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Oui. Sentiment partagé par leurs deux filles qui ont épousé le combat de leurs parents pour la légalisation de la GPA. Le fait en soi d'être né par GPA, ça m'a pas trop affecté. Après, le fait que mes parents ils soient tout le temps dans une bataille judiciaire, qu'ils aient tout le temps des rendez-vous par-ci par-là, ils perdent du temps à s'occuper des papiers au lieu de s'occuper de nous, ça s'arrêtait jamais. Du coup, c'était épuisant pour eux, parce que c'est eux qui étaient au front, et nous, parce que du coup, on les voyait épuisés, énervés et frustrés. La gestation pour autrui, quand on l'a fait dans un pays où c'est réglementé et encadré, c'est une solution
Ça apporte le bonheur à une famille qui ne peut pas avoir d'enfants, qui est stérile. Et c'est une solution, c'est pas un choix. Légiférer pour protéger toutes les parties prenantes de la gestation pour autrui, enfants comme adultes, c'est ce qu'a plaidé un collectif d'une centaine de personnalités françaises à l'initiative de Geneviève Delézy de Parseval, psychanalyste et spécialiste de bioéthique. Notre société change sans arrêt. Il y a un blocage là sur la procréation. Et alors qu'en même temps, maintenant, tout le monde veut des enfants. Je pense qu'on peut vivre sans enfants, mais enfin non. En tout cas, tout le monde veut un enfant et il faut aider nos contemporains à ce que cet enfant naisse dans les meilleures conditions possibles. Ce sont des histoires effectivement pas banales, complexes sans être compliquées, complexes, il y a beaucoup à comprendre. Mais je crois que ce qui compte pour un enfant, c'est qu'il ait été désiré, qu'il soit respecté comme sujet, et que tout le monde soit respecté dans l'histoire, qu'il n'y ait pas d'amalgame entre le gamète et le sujet humain. La psychanalyse s'en fiche des gamètes, le sujet humain. Nous terminons notre enquête en Italie, où la gestation pour autrui est également interdite. Andrea et Gianni vivent à Milan avec leur fille de 6 ans, Anna. Ils se sont mariés en 2013 aux États-Unis. C'est là qu'ils ont pu fonder une famille en recourant à la GPA. Pour nous, ça a été le couronnement d'un rêve d'amour. Si on me demandait quel a été le plus beau jour de ma vie, je dirais le 2 août 2014, quand elle est née. Notre désir s'était enfin réalisé, de devenir une famille, dans tous les sens du terme. Je voulais un enfant, il voulait un enfant, et j'avoue que comme 2 embryons avaient été implantés, on aurait pu avoir des jumeaux. Mais ça n'a pas été ainsi, et si j'avais été un peu plus jeune, peut-être que j'en aurais fait un autre. Il a fallu 1 an de bataille juridique pour qu'Andrea et Gianni obtiennent la transcription de l'acte de naissance américain de leur fille, les reconnaissant tous deux comme parents légaux de leur enfant en 2018. Pour nous, la situation a eu un dénouement heureux, mais il y a encore des jugements en cours de révision sous pression de la Cour européenne des droits de l'homme parce que les situations comme la nôtre sont gelées. Il y a des enfants qui ont 2 parents dans la vraie vie, dans la vie sociale, aux yeux de leurs camarades de classe, des voisins, de tout le monde, mais ils ne sont pas reconnus légalement. Anna connaît bien son histoire. Comment tu es née, toi? Du ventre de notre amie. Comment elle s'appelle? Et tu l'as rencontrée? Elle est gentille? Ça te plaît d'avoir 2 papas? Oui, beaucoup. Et qui est le plus gentil, Papa Andrea ou Papa Gianni? Tous les 2. Elle est très diplomate. 2 hommes et un couffin, c'est le titre du livre qu'a écrit Andrea pour faire bouger les mentalités, mais aussi pour Anna. Je veux qu'elle puisse un jour lire et comprendre son histoire. Je crois que la chose la plus importante est de lui transmettre le plus d'amour possible. Et le message le plus important à faire passer, c'est que notre famille est une famille pleine d'amour. Ce que je veux dire aussi, c'est que les enfants comme la nôtre sont des enfants fortement désirés. Bien sûr, il y a des enfants nés naturellement qui peuvent être aimés de la même manière. Mais là, ce sont des enfants nés d'un choix très fort et qui se confirment jour après jour. Il n'y a aucun doute. La force des sentiments, le dévouement sont au maximum. On ne peut pas le dire autrement. Ehi, una pazza. Questa è una pazza.